C'est à Bonjour à toi. tous, bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR qui débutera comme chaque fois par les vulnérabilités et en particulier Microsoft. Alors le bulletin Microsoft, Jérémy, tu veux le faire? Ok. Ce Allez. mois-ci, enfin le mois dernier, 97 vulnérabilités ont été patchées par Microsoft. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. La plus critique, celle qui a fait le plus parler, c'est la 0D, donc la CVE 2023-28152, qui est une évaluation de privilèges sur le driver de log de Windows, donc le CLFS. Qui a été utilisé en masse pour diffuser le ransomware Nokoyawa. Ensuite, on a donc MSMQ, je te laisserai peut-être en parler. Ouais. On a, on a, on a- Je le fais rapidement. C'est un vieux service Microsoft qui permet de faire de la gestion de file d'attente. Donc c'est MS Microsoft Management Queue et qui parfois, dans certains cas, peut être installé avec l'installation de Microsoft Exchange. Et donc il écoute sur le port TCP 1801 et normalement, bien sûr, vous ne l'exposez pas sur Internet, mais il y a quand même une vulnérabilité qui permet directement d'exécuter du code à partir de ce port. Je crois qu'il avait été utilisé pour faire du relais en déni de service, mais derrière, il y a une exécution de code direct. Donc, si vous avez ça, j'ai regardé sur Shodan, il n'y a pas grand-chose, il y a peu de monde qui expose ce port sur Internet. Mais bon, de manière générale, c'est pas une bonne idée d'exposer des choses comme ça sur Internet, mais certains l'ont exposé sans le savoir. Donc, ça a été le code d'exploitation est sorti de la nature assez rapidement, et bien sûr, très rapidement, de nombreux attaquants ont commencé à l'exploiter pour exécuter du code et prendre le contrôle des quelques serveurs qui écoutaient sur ce service sur Internet. Vlad, quand tu dis sans le savoir, t'entends quoi? En fait, c'est que parfois, il y a l'installation du service qui était recommandée dans certaines docs d'installation et tu te Ouais. retrouves à exécuter ce service sans le savoir et à exposer ce service sans le savoir. Si ton serveur est directement exposé sur Internet ou si tu as ouvert trop de flux, tu peux te retrouver à exposer ça directement sur Internet. Ok. Alors, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, du temps il y a longtemps, mais les RPC Microsoft, c'est un peu une tannée et certains ouvrent des flux par rapport à ça. Et pour faire simple, certains ouvrent tous les ports, genre de 1024 à je ne sais pas combien, pour inclure tous les ports Ouais, c'est ça. potentiels des RPC, parce que comme ce sont des ports dynamiques, il y a des plages de ports qui sont configurables dans la base de registre de Windows, mais bon, par défaut, il y en a parfois certains qui ouvrent quasiment tous les ports pour rendre les RPC joignables. Et donc, ce port étant dans cette plage, parfois, tu peux ouvrir par hasard ce port-là sur Internet. Ouais, c'est pour ça que quand je demandais sans le savoir, il y a un double sens en fait dans l'approche. Mais ouais. La précision est importante. Mhm. Oui, ensuite, pas ouais. mal d'autres vulnérabilités assez critiques avec pas mal d'exécutions de code. Voilà. Bon. Le principe, pas de choses ultra gravissimes. Ça reste quand même du local, à part MSMQ, mais qui normalement est très très peu utilisé. Ça reste beaucoup du local. On va en particulier avec les services de DHCP qui est parfois utilisé et avec une exécution de code, mais là encore, ça reste entre guillemets du local, quoi. C'est pas distant sur Internet. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais Windows 10 ne sera bientôt plus supporté. Donc d'ici 1 an et demi, un peu plus, ce sera la fin du support de toutes les versions de Windows 10. Il faudra passer à Windows 11, qui n'a pas l'air de prendre si bien que ça. Et l'autre sujet, c'est il y a un code d'exploitation, un article assez détaillé qui donne toutes les pistes pour créer son propre code d'exploitation pour exploiter la vulnérabilité d'exécution de code à distance sur IPv6, donc sur la couche de Windows, sachant qu'on en avait déjà parlé donc à l'automne dernier et puis il y a 2 mois. Donc voilà, vous avez tous les détails pour un code d'exploitation. Donc si vous n'avez pas mis à jour, il serait vraiment temps de mettre à jour. Ou si vous déployez des serveurs qui ont vocation à être exposés sur Internet pour faire d'IPv6, donc principalement du VPN, surtout mettez à jour. Alors ça, c'est juste petite alerte, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Windows 10 version 20 H2 n'est plus supporté. Donc pensez à migrer au moins à 21 H2. Il faudra qu'on remette à jour le tableau avec les nouvelles versions de Windows 10. Ça, c'est juste pour la blague, c'est que normalement tout le monde est à jour, tout le monde a les dernières versions de Windows tout à fait supportées.
Ça, c'est une photo que apparemment Nicolas a pris tout à l'heure dans la gare. Donc avec, on reconnaît bien sûr Windows XP. Donc ensuite, une vulnérabilité présente sur les routeurs TP-Link, donc le TP-Link Archer, donc pareil, qui a été exploité en masse donc par Mirai, donc le botnet Mirai, donc une vulnérabilité qui vient du firmware de TP-Link, donc une mise à jour qui est disponible pour patcher ça, et qui a été découverte à l'occasion du Pwn2One de 2022. Donc conférence assez utile. Voilà. Ce qui est bien avec les vulnérabilités, c'est qu'on découvre de nouveaux produits. Et alors, personnellement, je ne connaissais pas Papercut. C'est une solution de service d'impression, enfin serveur d'impression, gestionnaire d'impression. Il y a deux principaux outils qu'ils publient, enfin qu'ils vendent. Ces services écoutent sur le port TCP 91-91 et ils sont vulnérables à une exécution de code à distance. Et surtout, cette vulnérabilité a été exploitée par des groupes en lien avec le gouvernement iranien. Donc, vous avez le nom des groupes ici, Sandstorm, pardon. Et donc, il y a eu un article de Microsoft sur le sujet et vous avez même l'exploit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la publication de l'exploit, les groupes ont récupéré justement l'exploit de façon opportuniste et l'ont utilisé face à leur cible. En général, c'est ce que font la plupart des groupes d'attaquants d'un certain niveau, c'est-à-dire qu'ils cartographient en fait leur cible avec ce qu'ils ont comme type d'application, de service, etc. Et soit cherchent des vulnérabilités 0-day, mais c'est quand même compliqué, c'est un certain coût, soit attendent simplement qu'une vulnérabilité correspondant à un des services de la cible sorte. Et donc dans ce cas-là, ils reprennent l'exploit, le stabilisent entre guillemets, le personnalisent et l'utilisent directement, ce qui coûte beaucoup moins cher et quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, c'est assez classique ce type de fonctionnement. Vous avez les détails de la sortie de l'article de Microsoft avec la chaîne d'exploitation. Donc ensuite, une vulnérabilité critique au niveau de PrestaShop, donc qui est située au niveau du filtre SQL pour les requêtes en base, qui tout simplement permettent de manipuler la base, que ce soit en insérant dans la base, en juste requêtant les données. Donc version patchée 8.04 et là 1.7.8.9. Ensuite, donc la première 0D de 2023 qui a été patchée, donc, qui est en lien avec Chrome. Donc un défaut dans la gestion de la mémoire du moteur JavaScript V8, donc qui permet tout simplement à l'utilisateur non authentifié d'exécuter du code arbitraire donc en forçant l'utilisateur à se diriger vers un site qui a été forgé pour l'occasion. Et donc, une version de Chrome qui intègre le correctif est disponible. Voilà. Donc, encore une vulnérabilité, encore une 0D de Chrome qui a été patchée. Donc là, c'est un hit overflow dans une bibliothèque graphique utilisée par Chrome, donc qui permet également d'exécuter du code arbitraire en forçant l'utilisateur à se diriger vers un site qui a été forgé pour l'occasion. Et c'est pareil, un correctif qui a été déployé. Donc ensuite, on a des failles au niveau de la librairie VM2, donc, qui est une librairie pour le sandboxing. Donc une évasion de sandbox qui est possible et qui permet du coup d'impacter le système hôte. Donc montée de version rapidement. Parce que beaucoup d'applications côté client utilisent cette librairie. Alors pour celle-là, on en avait parlé, je crois, le mois dernier. VM2, c'est rarement utilisé tel quel, c'est utilisé dans plein d'applications souvent codées en Node.js, par exemple, ce qui va du Slack, du Teams, des applications comme ça, ou Discord, des applications entre guillemets client lourd, mais en fait derrière c'est du JavaScript. Et le truc, c'est qu'il faut quand même une première vulnérabilité, en général plutôt une XSS, pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, sortir de la sandbox et exécuter du code. Bon, des XSS par contre sur Teams et autres, il y en a pas mal, mais en combinant ces deux vulnérabilités, on arrive à simplement exécuter du code sur la machine. Donc une vulnérabilité sur VMware, donc pareil, qui a été découvert qui a été patché à l'occasion de la Pwn2One, donc là c'est l'édition 2023. Donc deux vulnérabilités liées au partage de périphériques Bluetooth.
Donc, il y en a une qui permet d'exécuter du code arbitraire sur l'autre et une autre qui permet de lire le contenu de la RAM. Donc, on a les versions qui sont impactées, donc la 17.x et la Fusion 13.x. Donc, en temps de version, vous corrigez ces failles. Alors, côté Apple, pas mal de vulnérabilités, enfin pas mal, des vulnérabilités sur iOS et macOS. Par contre, là, Apple inaugure de nouvelles versions de ces correctifs. Alors, ils ont appelé ça Rapid Security Response, RSR, qui leur permet de déployer un correctif beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide à déployer, parce que il y a deux vulnérabilités qui ont été corrigées. Une première qui concerne donc le navigateur Safari, qui permet une exécution de code en naviguant sur une page web, et une autre qui est une élévation de privilège local, donc qui permet tout simplement après une exécution de code dans WebKit par exemple, de prendre le contrôle total soit du smartphone, soit du macOS. Et donc, Apple a publié les mises à jour, mais par contre, il n'y a pas de bulletin. Il y a très très peu de communication dessus. J'ai un peu galéré pour trouver les informations concernant ces vulnérabilités, mais a priori, elles sont activement exploitées dans la nature, ce qui fait qu'Apple a publié ses correctifs. Et donc, c'est pour ça que c'est la première fois que vous voyez ça. C'est le numéro de version, donc 16.4.1, et avec entre parenthèses un petit A. Et 13.3.1 avec entre parenthèses un petit A. Donc, c'est une nouvelle version de correctifs qui sont ni majeurs ni mineurs, mais qui sont un petit truc en plus. Voilà. Donc, mettez à jour rapidement vos iPhone, iPad, macOS, iWatch, enfin tous ces trucs-là. On a une vulnérabilité qui est pas mal exploitée actuellement sur les serveurs Vim, donc serveurs Vim Backup et réplication. Donc, on estime actuellement plus de 7500 serveurs exposés sur le net. Donc, l'exploit de cette vulnérabilité se fait surtout à cause du port des serveurs Vim qui s'est tout simplement ouvert, donc le 9401 en TCP, et donc qui permet à un utilisateur non authentifié d'obtenir les identifiants chiffrés qui sont stockés dans la base, dans la config du site, enfin de l'appli, pardon. Et donc, en obtenant ces identifiants, il peut après se connecter sur le serveur et compromettre le serveur de sauvegarde. Et donc, les attaques en cours sont menées par le groupe Finset. Donc, faire attention à ne pas exposer n'importe quoi, surtout le port de sauvegarde. Donc, le mois dernier, on avait parlé d'une cyberattaque du côté de Western Digital. Donc là, on a des suites. Donc l'intrusion avait été menée par le groupe Black Hat. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a possibilité qu'ils soient toujours présents sur le réseau. Encore ransomware a été exécuté, mais on estime que pas mal de données ont été exfiltrées. Aucune rançon a été demandée, mais Western Digital, de leur côté, n'ont pas voulu entrer en négociation avec eux. Et donc, à suivre au niveau de potentiels leaks dans les semaines à venir. Donc ça, c'était assez drôle. J'ai hésité à le mettre dans les trolls à la fin de la présentation. C'est donc une actu qui a circulé sur le net qui parle d'un vol de voiture avec un Nokia 3310. Donc en fait, en cherchant un petit peu, on découvre que c'est pas un 3310, on va dire native, et que c'est juste c'est un 3310 avec quelques composants CAN qui ont été ajoutés au modèle, et donc qui permettent de faire une attaque par injection CAN, donc contre l'ARIA Network, qui permet de correction en temps réel. Donc sur les voitures Toyota, qui serait le modèle le plus vulnérable à ce type d'attaque. Et donc ça a été déclaré qu'il n'y a aucun moyen de s'en prévenir actuellement, de se prémunir. Mais qu'il est quand même possible de contourner ça en ajoutant des protections crypto au niveau des bus CAN. Donc ensuite, une news des firmware des casques Orca. Donc j'ai plus la date. Donc il y a pas mal de casques en fait FPV qui sont bloqués au moment du boot. Ça a été remonté au fabricant qui a investigué, qui a
qui a dénoté une tentative de ransomware. Donc, ça, le ransomware à retardement. Donc, en fait, le bootloader a été saboté par un ancien sous-traitant il y a plusieurs années de la compagnie. Ce qui est assez drôle, c'est que ce sous-traitant a continué de travailler avec Orca par la suite. Donc, alors que le bootloader avait déjà été saboté, il a mis en ligne une version du firmware. Donc, ce même sous-traitant a mis une version du firmware qui n'est pas impactée. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est arrivé, est-ce qu'il a changé d'avis on ne sait pas. Et donc, actuellement, il y a un travail sur la version officielle qui est en cours pour déployer une version du firmware impactée par ce code vulnérable. C'est bon. C'est bien des casques de VR, c'est ça? Oui, c'est les casques qui permettent de contrôler les drones, donc de voir ce que voient les drones et de donc contrôler à distance. Ok, d'accord. Putain, c'est génial, je l'ai trouvé. C'est quand même particulier de pirater ce genre de truc. Ok. C'est pas ce que le sous-traitant avait, ce que l'entreprise avait fait au sous-traitant. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est Chris, non? Ça, c'est qui? Qu'est-ce qu'il avait mis celui-là? C'est peut-être Christophe. Ah, mais je crois que c'est moi, non? Ah, mais on l'a mis, Ah non, c'est deux toi, fois. celui-là. On repassera parce que, ouais, parce qu'en fait, on en reparle juste après. On en reparlera après. Celui-là. Donc ensuite, un virus donc, qui fait beaucoup parler sur Discord, donc, qui est distribué uniquement sur la plateforme. Donc on associe à un groupe turc, donc Kurdistan, 4455. Et qu'est-ce qu'il fait ce virus? En fait, il va voler vos secrets sur Discord, dans vos navigateurs et sur votre système. Donc sur votre système, il va juste faire fuiter les specs de votre système. Bon, après, et quand même les clés Wi-Fi enregistrées. Et puis tous vos secrets donc de connexion sur Discord. Et donc, il joue sur Discord Nitro, en fait, pour ce groupe, pour vous proposer des abonnements Nitro gratuitement en échange, en utilisant une application de votre côté. Et en fait, c'est juste le vers qui se propage. Vers se propage comme ça. Donc ensuite, Qbot, donc, qui a fait parler en 2022 et donc qui est de retour. Donc initialement, c'était un trojan bancaire donc, qui a un peu dérivé, qui est parti qui s'est transformé en downloader, donc pour le download de ransomware. Donc en 2022, il s'appuyait sur un archive zip qui contenait un fichier MSI malveillant qui ensuite, une fois exécuté, qui téléchargeait un ransomware et le déployait. Et maintenant, il se base sur un PDF, donc pareil, qui va exécuter un script au moment de l'ouverture. Et donc, il y aurait une campagne de phishing en cours. Donc là, je vous ai mis le pattern de la pièce jointe. Donc, le pattern pour le fichier PDF envoyé. Donc, si vous voulez le filtrer du côté de vos serveurs de mail. Donc ensuite, Logbit, donc ransomware très connu dans le milieu, donc qui a maintenant sa propre version Apple, donc qui rend les puces M1 vulnérables. Donc là, vous avez le nom du fichier, local Apple non-binary. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites sur ce binaire et actuellement, en fait, ils sont en cours de développement. C'est-à-dire qu'on a trouvé, par exemple, des extensions de fichiers qui l'exfiltrent. On a par exemple trouvé des fichiers en .exe ou en .ps1 ou .bat. Donc, comme quoi l'entièreté du binaire n'est pas prêt et pas encore utilisé. Donc, il y a le support de Logbit qui l'a déclaré qu'il est actuellement en cours de développement. Donc, pas forcément d'inquiétude pour l'instant. Et il faut se dire que c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Il est connu des bases virus Total depuis novembre 2022. C'est quand même sympa de leur part de publier leur roadmap. Ils font des releases officielles tous les mois, non? Il y a une release note.
À voir, le support est attentif au retour des clients. C'est bon. Donc ensuite, quelque chose d'un peu moins drôle qui s'est passé en Arizona. Donc, une mère qui a reçu un appel de sa fille de 15 ans qui assistait en fait en live à son enlèvement. Donc, en fait, au début, on entend la voix de la fille. Ensuite, il y a un homme qui prend la relève et qui déclare en fait que sa fille va être enlevée et qu'elle doit payer une rançon de 1 million, donc en premier lieu, pour récupérer sa fille. Donc ensuite, il a changé d'avis, il est passé à 50 000. Et en fait, ça n'a jamais été sa fille au bout du téléphone, ça a juste été en fait sa voix qui a été clonée. Donc on passe sur des choses quand même assez graves et sur un type d'arnaque assez compliqué à détourner. Donc je vous rassure, tout s'est bien passé et elle a vite compris en ayant des news de sa fille que c'était un fake. Donc voilà, il faut faire attention à des applis comme Val, par exemple, qui est développé actuellement par Microsoft et qui, avec un échantillon audio de 3 secondes, est capable d'imiter parfaitement votre voix. Donc, comme quoi, ce genre d'arnaque est entre guillemets facile d'utilisation, malheureusement. Ok, donc Depuis une journée, on peut plus faire confiance aux photos. Maintenant, on peut plus faire confiance au son. Ça va commencer à être compliqué. Si on teste un message vocal, je vais pouvoir limiter sa voix. Exactement. C'est très simple aussi. D'où l'intérêt d'avoir des... Ou alors, il y en a qui passent à la télé, donc tu peux imiter leur voix. Maintenant, ça, quand on passe un appel, il faut utiliser un modificateur de voix. Alors ça, c'est une plateforme, la plus grosse plateforme, du moins la plus populaire en Asie, d'échange de crypto-monnaies, qui s'est vu attaqué par un petit gars qui a décidé de regarder ce qu'il pouvait faire. Et puis, en fait, quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison de s'en priver. Là, en l'occurrence, on voit l'historique des transactions Etherscan de la wallet de ce hacker, de ce pirate, pardon. Et ce que l'on sait, c'est qu'il a réussi à écouler plus de 173 000 tokens QNT grâce à son action, et qu'à l'heure qu'il est, on ne sait pas si si la plateforme a réussi à récupérer une partie. A priori, oui, parce qu'on annonçait dans un premier temps 23 millions. Et il aurait eu, à l'heure où moi j'ai lu l'article, 21,9 millions de dollars d'équivalent en fait, sous de l'Ether ou sous du Shiba Inu, des crypto-monnaies qu'on ne connaît pas forcément. Mais la fuite aurait été endiguée, mais le mal a été fait. Donc, affaire à suivre sur ce sujet crypto-monnaie. Ça, c'est toi, Ah Jamie? oui, ça c'est moi qui l'ai rajouté, je crois. C'est juste la fuite des documents dont tout le monde a parlé il y a quelques semaines, quelques mois, là, des documents confidentiels américains, avec en particulier des informations sur la guerre en Ukraine. Tout le monde pensait que c'était les Russes, et en fait c'était juste un interne légèrement d'extrême droite, donc non, totalement facho, qui en fait était sur un forum d'extrême droite et voulait impressionner ses copains d'extrême droite, et donc a publié des documents pour prouver qu'il était qu'il avait bien accès à des données confidentielles. Très très malin de sa part, donc je pense qu'il va finir en prison. C'est un peu comme il y avait une histoire comme ça il y a quelques années ou un peu moins, où c'est un peu de la même manière. Une personne était sur, je crois, un forum de tank, et pour prouver qu'il était bien pilote de tank de la véritable armée, il avait publié des documents confidentiels concernant les manœuvres des tanks et des choses comme ça. Donc, bon, ça arrive, hein, malheureusement, il y a des débiles. Alors ça, par contre, j'ai du mal à comprendre que ça fasse pas plus de bruit. Parce que je pense que vous avez quand même tous entendu parler du vol de données chez MSI. Donc MSI qui est un constructeur de matériel, en particulier de cartes mères. Et il y a plein de données qui ont été volées. Enfin 500 gigas, donc il y a quand même un peu de contenu. Mais dans ces données, il y a les clés privées d'Intel BootGuard. Donc le fonctionnement, je rappelle juste le fonctionnement, alors très rapidement, du boot d'un ordinateur.
moderne aujourd'hui, c'est pareil, enfin, sur les smartphones, c'est vous avez dans le matériel des clés publiques qui vérifient, c'est la chaîne de confiance, je ne sais plus comment on dit en français, Trust of Chain, enfin bon, Chain of Trust, mais en gros, c'est chaque élément qui va être exécuté et vérifié cryptographiquement par l'élément précédent. Et donc, ça commence par le microprocesseur, etc., qui boot le firmware, etc. Et ensuite, pour booter le premier exécutable, par exemple Windows, celui-ci est signé par Microsoft avec une clé qui se trouve dans le matériel. Et le problème, c'est que les clés privées d'Intel chez MSI ont été volées et donc publiées. Et ces clés privées ont leur pendant public qui se trouve. Alors, je vous ai mis une liste du matériel, mais il y en a plein d'autres. Donc, chez Intel, Lenovo, HP, etc. J'ai mis 2 fois Lenovo d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que en téléchargeant le leak, vous avez la clé privée qui permet de signer un exécutable permettra de passer au bout de guard, c'est-à-dire que d'être exécuté sans aucune alerte, sans rien. Donc ça pose de vrais problèmes sur toute la chaîne de sécurité. En gros, elle est pétée, pour faire simple. Alors, si vous avez un ordinateur qui est chiffré et qui vous demande un code PIN au démarrage, qui ne boot sur aucun autre périphérique, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de souci. Par contre, si vous avez un ordinateur chiffré qui ne demande pas un code PIN, comme souvent la plupart des cas des ordinateurs qui bootent avec un BitLocker qui ne demande pas le code PIN, et qui permet aussi de booter par exemple sur une clé USB, potentiellement n'importe qui peut booter un exécutable et démarrer le poste, et donc potentiellement un peu contourner le chiffrement. Vous avez le même problème sur un malware qui sera exécuté sur un poste et qui élèverait ses privilèges, il pourrait installer ce qu'on appelle des bootkits, c'est-à-dire c'est tout simplement comme un rootkit, mais qui vient au niveau du boot et donc qui permet de prendre complètement le contrôle de l'OS. Et je suis très très surpris qu'on n'en parle pas plus parce que c'est vraiment catastrophique parce qu'il n'est pas possible de révoquer les clés puisqu'elles sont gravées au sens matériel dans un composant matériel. Donc en gros, vous pouvez brûler votre matériel, ça c'est une solution, ou attendre la nouvelle génération de matériel avec des nouvelles clés. Et je ne pense pas que ça va arriver d'ici demain. Donc encore une fois, Non, je suis mais très, en très fait, surpris. oui, mais on peut pas arriver à mettre un microcode falsifié. Donc, enfin, je veux dire, il semblerait quand même que ce soit limité comme exploitation. Ça permet quand même d'obtenir une persistance facile et sûre, quoi. C'est-à-dire que ton code il va être signé, tu peux démarrer avant l'OS. On en revient aux attaques des comment ça s'appelle, c'est Evil Maid de l'époque où ta femme de ménage elle vient sur l'ordinateur et elle branche une clé USB et bim, c'est terminé. Sauf que là, tu peux même le faire à distance, puisqu'en fait, si tu as un malware d'exécution de code et que tu arrives à élever tes privilèges, tu peux tout simplement installer un bootkit derrière. Et ça permet d'enchaîner sur le slide suivant, justement, pour reparler du bootkit Black Lotus, qui est un malware qui contournait Secure Boot en utilisant par contre pour le coup une vulnérabilité qui lui permettait, en fait, ça permet tout simplement d'effacer toutes les politiques, les stratégies de sécurité de Secure Boot. D'ailleurs, j'ai fait une faute à stratégie. D'effacer de la mémoire les stratégies de sécurité, ce qui fait qu'il n'y a plus de stratégie de sécurité, donc ça permettait de contourner tout simplement Secure Boot. Sauf que là, c'est encore plus simple, parce que là, tu peux juste signer ton binaire de façon à ce qu'il soit reconnu par la chaîne de confiance. Donc c'est quand même un peu grave, et sachant qu'il y a pas mal de chercheurs qui se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire en plus. Et en fait, là, il y a une partie apparemment debug auquel on peut accéder grâce à ces clés en signant son binaire comme il faut. Donc les gens commencent à investiguer pour voir tout ce qui est possible de faire, mais c'est vraiment, vraiment gravissime. Donc ensuite, fin avril, donc il y a un incendie qui s'est produit entre la nuit du 25 et 26 dans le data center de Global Switch à Clichy. Donc l'incendie provient de la salle des onduleurs qui tout simplement a subi une inondation, donc ce qui a causé un départ de feu et un incendie de tout un bâtiment. Donc ça a été solutionné en 2 heures, donc l'incendie a été calmé. Mais donc il y a quand même une partie des serveurs hostés dans le bâtiment qui ont été impactés plusieurs heures, voire toute la journée. Donc, par exemple, une partie du cloud de Google en France, cybermalveillance.gouv.fr et de plateformes comme Payblog. Voilà, donc il y a
Donc les... C'est vas-y. Pardon? Quelle est la résilience du cloud? Parce que là, on a l'impression d'avoir traditionnel. Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu es sur une région et que dans cette région, data center, le concept du cloud fait qu'il y a un certain nombre de services partagés qui, en fait, ça peut être des services de dénomination, d'authentification, d'annuaire, enfin, ce type de service complexe. Et ben, ce type de service, il ne fonctionnera plus dès l'instant qu'un des data centers de la région ne fonctionne plus. Mais non, mais de toute façon, les mecs, ils fantasment tous sur le cloud. Il faut l'organiser, le cloud. Donc, effectivement, bah, si tu es dans une seule région, tu es mort. Mais être dans plusieurs régions, c'est très complexe et c'est très cher. Mais c'est le concept de base du cloud. C'est que tu vas payer, encore payer et plus payer pour avoir le minimum de cybersécurité. Donc, à chacun de concevoir avec le bon cloud. Il y a certains services où la bascule n'a pas été immédiate aussi. C'est ça que j'avais profité. Non, mais tu t'organises avec OVH et tu te mets sur 3 data centers OVH, tu ne peux pas avoir le même problème. J'entends ce que tu dis, mais il y a petit le cloud. Mais petit client, moi je suis petit client, je vais chez un petit prestataire pour petit client, et mon petit prestataire, il me répartit sur 3 data centers de chez OVH, et c'est tranquillou, ça brûle, il m'arrive rien. Mais c'est plus cher. Oui, mais c'est accessible à un petit. J'y suis depuis que je suis une start-up, donc c'est. Non, c'est un bon rapport qualité-prix. Tu de risque te dira ce que tu dois faire. Mais bonne démarche, je pense, Hervé. D'effaçage, effectivement, il y a plusieurs mairies qui, les unes après les autres, se sont vues sortir leur site avec un défaçage. Là, au moment où on rédigeait l'article, et on voyait que le site, là, pour le coup, d'Ambrieux en Buguet, était plus disponible. Ce qui se passe, c'est qu'a priori, des vulnérabilités, là, on n'a pas plus de mots, d'éléments qui sont sortis, mais c'est le genre de petits incidents qui passent un petit peu inaperçus, à moins qu'on vienne d'en parler. Et là, en l'occurrence, on pense que des pro-russes ont évoqué le sujet en cyrillique, donc respectez la Russie, sinon nous continuerons à vous faire la guerre. Bon, ça ne mène pas à grand-chose, si ce n'est au fait que on voit que les communes, là en l'occurrence, sont a priori en mode je gère mon site ou je ne le donne pas à un tiers, et on se retrouve avec des sites qui sont vulnérables, donc une veille qui n'est pas faite correctement, ou alors si elle est faite correctement, les correctifs qui ne sont pas appliqués. Mais une petite action de défaçage de la part des Russes, ou du moins imputée aux Russes. Alors, côté technique et outils, c'est pas une technique ni un outil, mais c'est plus une norme, enfin j'espère que ça le deviendra. Pour traiter les bulletins de sécurité, c'est un enfer parce que chaque éditeur a ses propres formats, ses propres données, et donc il y a Oasis, enfin le groupement Oasis, qui a essayé de mettre en place un framework, donc c'est la deuxième version 2, pour justement définir les différents champs des bulletins de sécurité. Typiquement aujourd'hui, par exemple, vous prenez les bulletins de sécurité Microsoft, c'est un vomi d'XML dégueulasse de Microsoft, enfin c'est imbitable. Et en plus, par exemple, vous n'avez pas les CPE, c'est-à-dire que vous avez ils ont leurs propres normes pour identifier si c'est, je sais pas, Windows Server 2008, 2012, machin, mais il n'y a pas les CPE associés, donc c'est pareil, c'est l'enfer. Et donc là, l'idée, c'est de proposer un framework pour essayer de standardiser un peu tout ça. Et pour rappel, ceux qui portent ce framework, c'est ceux qui ont fait MQTT, Styx, Taxi en particulier, et ce serait bien qu'un maximum d'éditeurs rentrent enfin pas dans le groupement, mais en tout cas utilisent ce framework, parce que ça permettrait vraiment d'aider les équipes sécurité.
Donc ensuite, on a donc des outils pour côté Red Team, donc Keep-On, qui a été développé par Orange Cyber Défense et qui permet de découvrir donc les instances qui passent sur votre système. Et donc, vous lui fournissez une range d'IP et il va fouiller sur ces instances et d'extraire tous les fichiers de config ou XML qui peuvent être utilisés pour exploiter la CVE qui a été remontée en janvier. Donc, qui passe, donc qui permet, en modifiant certains fichiers, de récupérer certains mots de passe en clair. Donc, je vous laisse lire l'article de Patrol qui en parle bien. Et ensuite, Ça, c'est EDR. moi, Jérémy, Ouais, vas-y. avec un mauvais copier-coller en fait. C'est parti pour l'édition, c'est pas passé la Et page c'est supérieure. C'est un outil enfin c'est plus qu'un outil, c'est une page sous Git qui reporte des éléments de bypass qui expliquent la technologie de contournement d'EDR, qui n'est pas réservée qu'aux attaquants, puisque elle peut être aussi utilisée à des fins de blue team. Là, en l'occurrence, je l'ai mis dans le red team. Mais la page Git donne non seulement un accès à du code, mais aussi elle vous permet d'aller voir les différents POC qui ont été faits. Et on voit des travaux réalisés par des chercheurs, notamment chez McAfee. Et il y a des outils complémentaires qui sont fournis avec des papiers. Et notamment, si vous avez l'occasion d'aller voir le papier de Hell's Gate, qui est assez bien fait, qui décrit la manière, en fait, l'histoire du contournement en fait, de DR et comment on peut exploiter les petits éléments à droite à gauche. Alors, faut croire qu'il y a encore du travail à faire côté défense, mais côté attaque, au moins ça permet de montrer à la défense que ben, ce n'est pas comme on pourrait le penser, où l'EDR, je l'ai, je suis protégé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un élément qui nous permet de nous défendre jusqu'à un certain point. Et là, pour le coup, un travail d'étude qui est intéressant. Merci pour la mise à jour, Vlad. On a ensuite pour le programme PLM-TIFF, donc, qui permet en fait de générer différents types de documents. Pour la suite Office, et qui permet en fait d'exfiltrer donc via une IP configurée définie, donc d'exfiltrer les haches NTLM de votre machine. Donc ça, c'est plutôt utile pour des démonstrations, pour le type d'attaque click to run. Et ensuite, donc Rain, donc successeur donc de Pegasus, donc qui a beaucoup fait parler l'an dernier, donc logiciel espion installé sur différents smartphones et qui sur les téléphones de célébrités à travers le monde, donc logiciel qui a la même origine et le même but, donc from Israël. Donc lui qui cible pour l'instant uniquement les iPhones et qui adopte une démarche zéro-clic. Donc en fait, vous allez recevoir une invitation de calendrier iCloud et automatiquement votre système va traiter l'invitation. Et dommage, c'est l'infection. Donc pour l'instant, ça affecte uniquement les versions 14.4 et 14.4.2 d'iOS. Donc à voir par la suite son évolution et sa roadmap. C'est quand même des vieilles versions d'iOS. Ouais, mais C'est le seul qui marche. on peut se dire que c'est la version test, c'est la VM. Ouais, parce que là, c'est entre guillemets une end-day, c'est une vulnérabilité connue qu'ils utilisent et pas une 0-day. Ce qui est plutôt le cas de Pegasus qui utilise en général plutôt des 0-day. On en est à 16, non? Enfin, je veux dire, Aujourd'hui, on est plutôt à 16 pour Oui, iOS les et 13, vieux, un peu plus pour macOS. les vieux téléphones, vraiment, c'est vraiment carré vieux. Et pas français. Moi j'ai deux très vieux, ils Il y a sont en 16. énormément de jeunes qui ont des très très vieux téléphones sans pas les mains s'acheter des très très neufs. Les iPhone SE. Des S1, par exemple, 4.
Ensuite, alors ça, c'est un article de Synactive qui est vraiment très, très, très bien, qui reprend quasiment toutes les techniques qui existent pour récupérer quasiment tous les secrets qui existent dans un Windows. Donc, vous avez de tout, vous avez du LSAS, MSCache, enfin, ce qui est dans la base de registre, c'est vraiment génial. Donc, je vous recommande très fortement, si vous faites plutôt du pentest, voire même si vous voulez protéger un système ou le durcir, d'aller lire cet article. Voilà, il y a tout. Je ne peux pas en dire plus qu'il y a tout. Lisez-le, il est vraiment top. Et après, c'est juste des mind maps sur un GitHub qui reprennent différentes techniques, en particulier liées à Attack, donc au framework Attack du Mitre, concernant Windows, Linux, macOS, toutes les techniques d'attaque et de progression sur ces systèmes. Ah oui, ça aussi, c'est moi qui l'ai mis. Donc, un document d'Interpol sur les menaces concernant la plupart des pays africains. En gros, ils sont assez inquiets parce que malheureusement, il y a un gros manque de maturité des pays africains. Alors, si vous suivez sur Twitter Sax, il publie assez régulièrement des choses justement sur les pays d'Afrique. C'est très intéressant de le suivre pour ça. Par contre, là où Interpol est plutôt optimiste, c'est sur le fait qu'il y a vraiment un gros potentiel de monter en puissance de leurs forces en sécurité, donc de devenir aussi résistants que les Européens ou des Américains. Donc voilà, aujourd'hui les attaquants se tournent vraiment vers l'Afrique qui malheureusement accuse un certain retard en termes de cybersécurité, mais ils ont une grosse potentialité à se renforcer rapidement. Autre sujet, publication, c'est PRIS. Oui, il est là, Olivier, dans la salle, je le vois. Donc le référentiel PRIS 2023, avec énormément de changements. Alors j'ai repris ton information de 76% de changements. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, parce que je n'ai pas retrouvé la même, mais en gros, quasiment tout le référentiel a changé. Donc l'appel à commentaires sur ce référentiel est ouvert jusqu'à fin juin. Et après, il y aura prise en compte des commentaires et ensuite publication officielle du référentiel. Je sais pas, Olivier, tu l'as trouvé où ce 76%? C'est l'ANSSI qui a communiqué dessus lors d'une réunion au campus pour présenter le nouveau référentiel PRIS. Ce n'est pas public, ok, d'accord. Sur la table. Ok, donc beaucoup de changements. Non, mais c'est bon, c'est entre nous. Christophe, je crois que c'est toi qui l'avais rajouté celui-là. Ouais, c'était juste pour oui, pas grand-chose, si ce n'est une information que ChatGPT faisant du buzz. Là, l'idée, c'était juste de dire début mai, ils ont publié le fait qu'ils allaient laisser le modèle 3.5 demain, le 10 mai, et qu'il sera toujours possible d'utiliser ou d'accéder aux conversations, mais les nouveaux messages devront obligatoirement utiliser le nouveau modèle. Et pour ce qui est des fonctionnalités complémentaires, il y a une mise à jour. Donc, si certains utilisent ChatGPT demain, il pourrait se passer pour vous des petites améliorations, puisque 3.5 n'est plus utilisé. D'ailleurs, alors c'est pas vraiment de la sécurité, mais un petit peu quand même, parce que ça peut aider. Il y a des documents de Google confidentiels qui ont fuité, où justement ils parlaient de OpenAI, de leur propre intelligence artificielle, la Bard de Google, et ils disaient qu'en gros, entre les intelligences artificielles de ces éditeurs-là spécialisés et tout ce qui était open source, finalement, il n'y avait pas de grosse différence, et que même les modèles open source étaient beaucoup plus souples que les modèles de OpenAI et de Google. C'est-à-dire qu'en gros, il y a même un mec que je suis sur Twitter qui diffuse pas mal de... à table, mais malheureusement, tu étais absent. Mais il y a un gars sur Twitter qui diffuse pas mal de choses que je suis, je pourrais le mettre dans les notes, et qui publie un modèle, et en gros, avec quelques gigaoctets à télécharger, tu as ton propre chat GPT équivalent, mais chez toi, donc il n'y a pas de fuite de données, et tu peux faire les mêmes interrogations, et c'est quasi aussi puissant, voire même... Celui de Meta est exportable. Pardon? C'est GPT Free sur GitHub. Ouais, mais tu as aussi Meta qui te met à disposition. Leur modèle, leur langage LLM. Ouais, que tu peux exporter, tu peux le faire réapprendre. Mais quand on parle de fuite de données, on en a parlé la dernière fois, sauf erreur de ma part. Le problème, c'est que plus tu en donnes à manger en gros à chat, plus tu vas te donner une réponse pertinente. Et en l'occurrence, il y en a qui ne s'embêtent pas à juste balancer des documents des entreprises sans se soucier de savoir s'ils sont confidentiels ou pas. Et qu'est-ce qu'il fait de chat? Il l'apprend et puis il va le restituer à d'autres, quoi.
ceux qui n'ont pas Voilà. compris ce principe-là, Mais là, l'avantage, c'est tu pourras avoir ton propre modèle localement sur ton poste, le faire tourner de façon assez puissante et avoir les réponses sans avoir cette fuite de données. Voilà. Toujours exactement. Et tu peux avoir ton enterprise intelligence, artificial intelligence. Enfin bref. Ok, voilà. ça. C'était juste, Ouais. c'est pas de la sécu plus que ça. Mais... Moi, je rajoute juste quelque chose, c'est pour les intéresser. Du coup, le modèle de Meta, c'est Llama. Et du coup, justement, en fait, il est disponible en 3 modèles. Il y a le 7 millions de données, 13 millions et 33 millions. Enfin, il y a même 65 millions. Et donc, le modèle 7 millions, en fait, est au même niveau que GPT-4. Donc, actuellement, en fait, c'est recommandé d'utiliser Llama si vous voulez vraiment avoir un modèle, votre propre modèle de langage. Si vous Surtout voulez ce que... vous aussi générer du texte bullshit. Exactement. Ce sera encore plus bullshit. Et là, est-ce que tu as déjà parlé de Chaos GPT? Chaos GPT? Oui. Ah Ok. oui, mais je crois qu'on n'en parle pas là. Mais... Non. Ensuite, En business et avril, politique. Alors ça c'est un gros sujet très très important, c'est que bon vous connaissez tous NotPetya, donc le malware, enfin plutôt le wiper entre guillemets russe qui ciblait l'Ukraine et qui par débordement a touché beaucoup d'autres entreprises, dont chez nous malheureusement Saint-Gobain et aussi Merck. Je voyais pas un S à Merck, je sais plus. Un S, ouais. Ouais, je Non? crois qu'il y a un S. Je vérifie, je Faudrait que je vérifie. corrige. Et, et donc Merck, ça leur a coûté, alors moi j'avais des chiffres 1,7 milliard, mais là j'ai retrouvé 1,4 milliard, mais bon, enfin, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Donc ils se sont retournés vers leurs assureurs pour leur demander de payer la facture. Une partie des assureurs a payé et un grand nombre d'assureurs, plutôt les gros assureurs, ont refusé de payer. Donc Merck les a attaqués C'est en Merck, justice. hein. Il y a eu- Ah, Ça, c'est Merck c'est sans S, ok. un groupe pharmaceutique en fait. Ah oui, En le Allemagne. MPS, c'est le groupe pharmaceutique. Merci Merck, c'est pour une entreprise qui fait des. Merck, c'est les ports, c'est ça, c'est logistique et port, Merck, transport. c'est maritime et Merck, c'est médical. Et donc, ils sont allés en justice. Il y a eu une première victoire contre un des assureurs américains l'année dernière. Et donc là, il y a eu une décision de justice qui a été rendue contre un des autres assureurs, un des plus gros, je crois. Donc, par la cour du New Jersey, parce qu'en fait, les assureurs disaient, voilà, en gros, comme ça vient des Russes, c'est considéré comme un acte de guerre. Et nous, nos assurances excluent les risques liés aux actes de guerre. Donc, en gros, on ne vous paye pas. Donc Merck a attaqué en justice, parce que c'est quand même pas mal de pognon, 1 milliard. Et ils ont gagné en justice parce que la justice a considéré que ces actes numériques n'impliquaient pas d'action militaire et donc ça ne pouvait pas être considéré comme tout simplement un acte de guerre. Et que la victime n'était pas liée à cette guerre. Elle Oui, n'était aussi, pas ouais, un ouais. industriel de la défense qui contribuait à cette guerre. Donc voilà, normalement, il devrait bien être remboursé par les assureurs. Autre sujet, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une arrestation alors, le nombre est assez hallucinant, c'est 288 personnes qui géraient une place de marché dans le Darknet, qui vendait essentiellement de la drogue, des armes, des choses comme ça. Et il y en a quand même 153 qui viennent des États-Unis. Je crois qu'il y en avait un en Suisse, mais je suis assez impressionné par la quantité de personnes aux USA qui géraient cette place de marché. Et donc là, nous allons passer à l'instant Marc-Antoine. Est-ce que Marc-Antoine, tu peux projeter tes slides pour la LPM? Est-ce que Marc-Antoine va vous parler de la LPM? Alors, volontiers, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Nous t'entendons bien. Bon, alors, je fais un coup d'écran de partage, je vais essayer de ne pas vous le faire trop long. Tu peux partager ou pas là? Ouais, attends, j'appuie sur le bon bouton, comme je Attends, suis pas j'arrête. doué. Ah, partage désactivé, voilà, partage d'écran. Non, c'est toujours désactivé. Est-ce que quelqu'un peut le mettre On va essayer. On va essayer. C'est ici, là? Déjà, on cherche Marc-Antoine où il est. Il s'appelle Marc-Antoine. Il est dans les. C'est pas forcément le même ordre. Marc-Antoine, voilà. Et il faut que je le mette en animateur. Co-animateur.
Alors, on me demande d'afficher les notifs, j'autorise les notifs, le machin, le truc. Partage d'écran, oui. Alors, fenêtre, partager. Alors, vous me dites ce que vous voyez, ce que vous avez. Nous voyons On bien voit ce bien. slide, ouais. Là, vous l'avez bien en grand écran? C'est parfait. Oui. Bah, vous me dites Pas quand c'est bon. encore. C'est bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne touche à rien. Je touche à rien, on peut y aller, c'est bon? Bon, alors accrochez-vous parce que c'est un peu compliqué. C'est donc le projet de LPM comme on a eu le premier en 2013. Je pense que vous en souvenez tous. C'était les systèmes d'information d'importance vitale pour les OIV. En 2018, on a eu les marqueurs techniques et là, il y a plein de trucs. Et donc, ça a été proposé à l'Assemblée le 4 avril. Ça passe demain à la Commission de la Défense sur la partie cyber. Hein. Moi, je vous parle que de la partie cyber. Alors, en fait, il y a 5 épisodes. Et je ne vous les prends pas dans l'ordre de la LPM, mais c'est que pour que vous ayez au moins un aperçu de ce qui se passe. Par exemple, l'épisode 1. Donc, c'est une modification. Alors, je vous ai mis un petit cartouche avec normalement tous les articles du Code de la Défense qui vont être impactés. Donc là, nous sommes à 2321-4-1. Bref, tous les éditeurs de logiciels vont avoir l'obligation de notifier à l'ANSSI et à leurs clients les incidents de sécurité, je vous montrerai, et les vulnérabilités significatives. Donc ça, c'est pas lié, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas défense nationale, OIV, opérateur de services essentiels, opérateur critique, c'est pour tout le monde. On est éditeur de logiciels et qu'on commercialise en mode SaaS ou on-premises. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis j'ai été lire aussi la note technique, l'analyse d'impact qui a été rendue publique par l'ANSSI. C'est clair, à partir du moment où on a du logiciel et qu'on le commercialise, on est bon. Ça s'applique à qui? Ça s'applique. Donc, je vous ai mis le texte entier là parce que sinon c'est l'enfer pour arriver à s'y retrouver. À partir du moment où vous fournissez à titre gratuit ou onéreux un logiciel sur le territoire français à une société ayant son siège social sur le territoire français ou à des filiales de sociétés ayant leur siège social sur le territoire français, ça s'applique. Donc là, c'est exactement ce que font les Américains avec l'extraterritorialité de leur loi, ce que fait l'Europe avec le RGPD, NIS 2, DORA et tout ça. Ben, la France fait pareil avec sa LPM, son projet de LPM 2023. Comme d'habitude, quand on nous parle de vulnérabilité significative et d'incidents informatiques compromettant la sécurité de leur système d'information susceptible d'affecter un de leurs produits, c'est SolarWinds. Okay, c'est tout à fait l'hypothèse qui est visée et on ne sait rien de plus. Donc, moi, vulnérabilité significative, j'ai appelé 2-3 personnes de l'OCIR, on m'a dit que fallait taper dans du CVSS. Voilà, à partir du moment où on commence à être en 9+, en CVSS, dès qu'il y a de la compromission avec une possibilité d'accès à distance, élévation de privilèges et compagnie, il ne faut pas rêver, il faut notifier à l'ANSSI. Et en fait, ça a été fait en 2 temps, cette histoire-là. Alors, je vous mettrai mes slides en ligne cet après-midi ou ce soir. Hein, vous aurez donc l'intégrale accessible. Donc, la première étape, c'est moi, France, j'oblige les éditeurs à notifier à l'ANSSI, ainsi que l'analyse des causes et des conséquences de la vulnérabilité ou de l'incident. Hein. Donc, déjà, ça tape fort. Ça, et puis bien sûr, il faut la remédiation. On n'en parle pas, mais il est évident que dans ce genre de cas, il faut un peu assurer sa remédiation derrière. Et la deuxième étape, c'est les utilisateurs recourant à ces produits. Ça veut dire les clients. Pas les clients finaux, mais les clients professionnels, ceux avec qui vous signez contrat SaaS, on-premises ou n'importe quoi d'autre, puisqu'il n'y a rien de précisé là-dessus. Et donc les clients, c'est tout le monde. Hein, voilà, donc je passe là-dessus. Et la troisième étape, c'est que si l'éditeur en question ne le fait pas, l'ANSSI peut l'obliger à le faire, peut enjoindre aux éditeurs. Bon, il n'y a pas de sanction, donc ça va être, il faut que tu le fasses. Et sinon, l'ANSSI peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l'incident, ainsi que l'injonction faite à l'éditeur. C'est-à-dire qu'on rejoint
ce côté name and shame. Voilà, je te dis qu'il faut que tu rendes public, tu l'as pas fait, bah, c'est moi qui vais le rendre public pour toi, histoire que tu aies bien la honte. Voilà. Il n'y a aucune sanction pénale qui est prévue là-dessus. Alors, moi, j'ai discuté avec des gens de l'ANSSI dont je tairai le nom, bien sûr. Ils m'ont dit que pour eux, c'était suffisant. Donc, on va voir ce que ça donne, parce qu'apparemment, il y a eu quelques problématiques, notamment, je cite, toujours de manière anonyme, sur des éditeurs américains qui préfèrent mettre sous le tapis plutôt que de divulguer. Voilà. Bon, j'insiste pas sur ce point-là. Le point 2, il y en a 6, hein. Donc il y en a un que je vais vous traiter très vite, mais il y en a un ou deux qu'il faut quand même regarder. Alors le point 2, là on est sur 2321-2, c'est quand il y a un problème sur la sécurité des systèmes d'information, bien sûr, des autorités publiques, des OIV, des OSE et des opérateurs qui participent à ces systèmes d'information. Donc là déjà, c'est élargi à tous les sous-traitants prestataires. Voilà, c'est le premier truc à retenir sur ce livre. Alors, je vais vous montrer qui et pourquoi, mais globalement, on élargit directement à tous les prestataires qui vont travailler pour une autorité publique, un OIV, un OSE. Hein, le OSE, on est sur la directive Nice 1. Bon, alors bien sûr, ça va être adopté comme ça. Puis dès qu'on va avoir la loi de transposition de Nice 2, ça va être élargi aux entités critiques, essentielles et importantes qui vont remplacer les opérateurs de services essentiels. Je suis payé à l'acronyme. Hein, là, pour les petites 10 minutes que je vais vous parler, je vais me faire un peu d'oseille. Le système classique, c'est quand il y a un événement affectant la sécurité des systèmes d'information. Bien sûr, on n'a pas de définition légale. Hein. Donc, c'est uniquement l'ANSSI qui décide si c'est bien un événement. Vous voyez, c'est la partie centrale, le droit de caractériser un événement affectant la sécurité d'un système d'information, d'une autorité machin, d'un OIV, d'un OSE, mais on n'a pas de définition légale. C'est-à-dire que ça va rester probablement un peu sous le couvert du secret, ex-secret défense. Et aujourd'hui, nous les juristes, on a un seul critère pour savoir ce que c'est qu'un incident de sécurité. C'est ça, c'est la définition qu'on a de cybersécurité dans Nice 2. La directive Nice 2 qui reprend la définition de Nice 1. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Un événement susceptible de compromettre disponibilité, authenticité, intégrité, confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement. Enfin, de toute façon, je pense qu'on voit à peu près tout ce que ça donne, mais la définition précise, on ne l'a pas et on ne l'aura pas. Alors, cet article-là, c'est tout ça, c'est pourquoi? C'est pour les dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ou des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communication électronique, d'un FAI, d'un hébergeur ou d'un centre de données infecté par la menace. Le seul truc, moi, juriste, dans ce genre de cas, j'entends marqueur technique. Il se trouve qu'on a une définition légale. Hein, je vous l'ai mise là, je ne vous la lis même pas parce que c'est l'enfer. En plus, ça dit 2 fois la même chose. Mais globalement, avec la LPM de 2018, on avait une définition légale de ce que c'était que les marqueurs techniques. Je ne vais pas vous insister, c'est les IOC, vous connaissez ça mieux que moi. Et en clair, pour les juristes, je vous montrerai juste en une slide qu'on arrête de me casser les pieds à moi. Ce n'est pas de la donnée personnelle, voilà, c'est le seul truc à retenir. Et il y a tous les DPO qui vont encore se jeter par la fenêtre en nous expliquant qu'on n'a rien compris, alors qu'en général, c'est plutôt le contraire. Mais j'insiste pas. Ce qui est intéressant, c'est que ces dispositifs de collecte de données techniques, de marqueurs techniques et compagnie, donc quand la LPM va être adoptée, il y aura d'un côté les opérateurs de communication électronique, c'est-à-dire téléphonie fixe, téléphonie mobile. Hein. En clair, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, il y a les FAI, fournisseurs d'accès Internet, les hébergeurs, bon, ça je pense que vous connaissez, et surtout le gros élargissement, c'est les opérateurs de data center, qui pourraient, au cas où ils ne seraient ni FAI, ni hébergeurs, ni opérateurs de communication électronique, donc c'est la volonté de l'ANSSI d'obtenir un élargissement de ses pouvoirs potentiels à un plus grand nombre d'opérateurs qui opèrent sur le domaine. Voilà, j'arrête pour celui-là, pour vous traiter juste les 6 cas. L'épisode 3, il est assez facile en fait, parce que c'est une disposition de la LPM 2018 qui permettait à l'ANSSI d'obtenir des opérateurs de communication électronique, et aujourd'hui c'est élargi aux FAI et aux hébergeurs, le droit d'informer directement leurs abonnés à eux, c'est-à-dire vous et moi, utilisateurs finaux, quand on est consommateur, pour les alerter sur la vulnérabilité de l'atteinte à leur système d'information.
C'est un truc qui n'a jamais été mis en œuvre à ma connaissance, même en application de la LPM 2018. Et pardon si je vais un peu vite, mais globalement, c'est au cas où vraiment il y a un opérateur qui déconne grave et qui refuse d'informer officiellement tous ses abonnés utilisateurs finaux, pro ou consommateurs, qui se sont fait infecter, l'ANSSI a la capacité à les informer directement. Alors, ça laisse juste rêveur parce que je vois mal l'ANSSI aller prévenir les 600 000 abonnés de X ou les 600 000 utilisateurs ou les 6 millions d'utilisateurs du réseau de télécom Y. Voilà. Ça me paraît un peu illusoire, mais en tout cas, légalement, le droit est là. Et ça s'applique, alors ouais, c'est ça qui est horrible dans cette LPM, ça s'applique toujours aux opérateurs de communication électronique, c'est élargi aux FAI, aux hébergeurs, mais ça ne concerne pas les data centers. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, faut suivre au cas par cas, j'insiste pas. Quatrième épisode, sans vous saouler trop, des événements de sécurité et des données techniques encore. Alors là, c'est encore un autre truc. C'est en cas d'événements affectant la sécurité du système d'information d'une autorité publique, d'un OIV, d'un OSE. Ok, là, on est dans le périmètre de la LPM de 2014, de la LPM de 2013, pardon, qui est élargie, ou d'un sous-traitant. Systématiquement, maintenant, toutes ces obligations sont élargies aux sous-traitants. Voilà, donc c'est la partie bleue soulignée, c'est ce qui est nouveau. Alors, les données techniques, j'insiste pas parce que c'est à peu près la même chose. Il y a un moment, pour essayer de comprendre, moi, j'ai été lire l'étude d'impact, donc qui est publique, hein, je vous mettrai les liens sur ma presse que je posterai ce soir. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est dans ce carré-là, noir, c'est tout en bas. C'est à cette fin, il est nécessaire d'effectuer des copies de machines compromises. Voilà. Après, vous avez du blabla de partout, parce que dans l'étude d'impact, c'est de la page 311 à la page 378. Hein. Donc, il y a de la matière, c'est très documenté, c'est très bien écrit. Donc, moi, j'ai retenu des copies des machines compromises, sans rentrer trop dans les détails. Donc, j'insiste pas sur celui-là. Épisode 5, pour ne pas vous saouler trop, là, je vous l'ai mis en énorme, exploitation de nom de domaine. Alors là, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est vraiment complètement nouveau, avec des critères qui n'ont rien à voir là aussi. Voilà, là, je vous l'ai mis. Alors, pardon, hein, il y a de la couleur, ça pète un peu aux yeux, mais c'est que moi, j'y arrivais plus non plus. C'est parce que c'est vraiment technique. Là, déjà, on va changer de critère. On va parler de menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Donc, on n'est plus OIV, OSE, machin. C'est un autre critère. Je ne sais pas comment ça atterrit là-dedans, mais c'est ça. Et ensuite, on va vous parler de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire légitime, de bonne foi, genre technique et droit du numérique.fr. Je suis le titulaire, j'ai enregistré de manière légitime et de bonne foi auprès d'un exploitant qui va être donc. Bref, voilà. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est toujours pareil. Menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, mais là, quand il y a un nom de domaine qui a été enregistré de manière malveillante. Et là, on a un dispositif, donc en fonction des deux hypothèses, le dispositif n'est pas le même. Mais c'est encadré dans le même article que je ne vous fais même pas lire tellement c'est mal écrit. Donc ça, c'est le fameux critère qui est complètement à part de toute cette LPM, de l'atteinte à la sécurité nationale. Et c'est quoi l'atteinte à la sécurité nationale? Plutôt que de vous faire de la propagande franco-française, on a trouvé un arrêt, La Quadrature du Net, bien sûr, qui n'est pas vieux, 6 octobre 2020, qui vous explique l'intérêt primordial, les fonctions essentielles de l'État, les intérêts fondamentaux de la société, gna 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 gna. Donc on sort du strict truc LPM pour se retrouver sur un truc qui est plus large, entre guillemets, qui est cette notion de sécurité nationale et non pas défense nationale. Voilà, j'insiste pas. Ça vise qui? Ça vise 4 types d'opérateurs. C'est écrit pareil dans l'étude d'impact, donc je n'ai pas inventé grand-chose là-dedans. Donc c'est bien sûr les FAI, les hébergeurs, les registrars, comme l'AFNIC, et les bureaux d'enregistrement des noms de domaine établis en France. Donc chez eux, voilà, eux, ils sont tous susceptibles d'être impactés. Et sans rentrer dans les détails, parce que si ça vous intéresse, je suis en train de publier ça par épisode, moi, sur mon site web. Globalement, c'est des mesures de filtrage, bien classiques, avec soit blocage, soit suspension, soit redirection sur un serveur opéré directement par l'ANSSI. Voilà, c'est écrit comme ça. Donc, je ne vous l'ai pas mis là. Oui, c'est une sorte de
c'est comme un DNS menteur, sauf que ça n'est pas fait à l'insu et sans que l'utilisateur le sache. C'est tout à fait, ça va être bloqué, donc il y aura, je dis n'importe quoi, une erreur 404. Je vais me faire déchirer en disant ça par l'un d'entre vous, je le sais, mais c'est pas grave, je me lance. Globalement, un blocage, c'est du blocage. Suspension, je ne vois pas en quoi c'est différent du blocage, si ce n'est que c'est temporaire. Et la redirection, là par contre, vous allez arriver sur une mire, genre l'ANSI vous remercie d'avoir visité cette page, mais globalement, vous n'aurez rien du tout. Voilà. Donc c'est soit l'opérateur qui doit faire à la demande de l'ANSI, soit c'est l'ANSI qui a la capacité, si l'opérateur ne le fait pas lui-même, à le faire directement en passant sur la tête de l'opérateur à qui on a demandé de le faire. Je ne vous rentre pas dans les détails. Voilà. Et tout ça pour les mesures, pour neutraliser la menace, blablabla, blablabla, blablabla. Pareil, pas de sanctions autres. Je ne sais pas comment ils vont faire, l'ANSI, c'est bien, ils sont dotés de pouvoir, mais ils n'ont pas capacité à coller des amendes ou menacer de prison l'opérateur qui ne le ferait pas. Donc je ne sais pas très bien comment ça va tourner. Dernier épisode, enfin, vous voyez, puis je vous l'ai beaucoup simplifié, c'est extrêmement dense, c'est super technique. Et le dernier épisode, là, on est sur les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine. Et c'est vous dire si on est allé loin là-dedans. Et c'est, alors bon, à peu près les mêmes critères, détecter, caractériser des attaques informatiques. Mais là, toujours pareil, c'est au sens large, hein, c'est pas que limité aux attaques qui vont viser les OSE, les OIV, machin. Là, c'est les attaques informatiques tout court, et ça vise les opérateurs de communications électroniques, donc, mobile fixe, et les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine où il y a transmission des données techniques, toujours les mêmes. On attend le décret, mais enfin les données techniques, c'est toujours la même chose. C'est de l'IOC, c'est du fichier log. Il y a même un pro dont je tairai le nom qui m'a dit que c'était les PCAP. Bon, j'ai noté, mais je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais il paraît que c'est des PCAP aussi. Donc, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Moi, je n'ai même pas compris, donc tout va bien. Et capture réseau. Capture de trafic réseau. Il faut que je le note aussi pour essayer de comprendre à un moment ce que ça veut dire, mais voilà, vous avez compris, c'est le principal. Donc là, on est bien sur des données techniques non identifiantes. Alors, il y a une série de couplets dans toute cette LPM en disant attendez, et l'ANSI décrit très clairement partout, venez pas me gonfler, c'est pas de la donnée RGPD, d'accord? C'est de la métadonnée, c'est de la donnée technique, c'est des adresses IP, c'est des marqueurs, c'est des condensats, comment vous appelez ça aussi, des haches, enfin, et compagnie. C'est pas de la donnée personnelle, c'est pas de la donnée personnelle, c'est dit 50 fois par l'ANSI qui en a ras-le-bol de se casser les pieds. Et voilà ma conclusion sur le projet de LPM 2023. Donc à l'Assemblée là, c'est prévu, le président Macron a demandé que ce soit voté avant le 14 juillet et il y aura le décret qui devrait arriver aux alentours du mois de décembre. Si vous avez une insomnie ou si vous avez arrêté de boire, vous prenez le projet de la LPM, vous vous endormirez et vous vous serez remis à boire, je vous en fais la promesse. Voilà, je m'arrête là pour la LPM 2023, enfin le projet de LPM 2023. Et nous rebasculons sur la revue. Hop, hop, hop. J'arrête le partage, à moins que vous y soyez arrivés, c'est bon? Et merci Marc-Antoine. Il y a encore des. Là, tu as encore des choses? Vous voyez les slides ou pas là? Moi, je le vois, C'est bon. ça va être bon pour tout le monde, ouais. C'est bon, Et c'est bon. la suite. Ok. Ouais, c'était une nouvelle section pour essayer d'apporter des éléments un petit peu plus en mode l'OSIR, c'est quand même l'observatoire. C'est le premier mot du O d'OSIR. Donc, voir ce que ça donne. Donc, dans cette partie observatoire, l'idée, ce serait de faire des retours sur des rapports. Il y a deux planches là. Le temps court et on priorise les actions. J'ai peu réussi à contribuer sur la veille de ce mois-ci, comme pas mal d'autres d'ailleurs. Mais là, l'idée, c'est de faire de cette section une section où on donne un peu plus d'informations sur ces éléments que je viens de citer. Donc là, je vous invite, si vous le souhaitez. Alors, c'est le genre de rapport où on interroge des professionnels de l'IT. Donc, c'est un panel
de personnes qui répondent à des questionnaires. Et là, en l'occurrence, vous avez accès directement au rapport. Ce qu'on en retire, c'est que tout le monde voit une augmentation des attaques par rançongiciel. Donc, ça reste quelque chose de primé par le crime organisé, le cyber en tout cas. Et puis, ce qui est un petit peu aussi plus délicat, tout comme on parle de plans de reprise d'activité, de plans de différentes natures. Là, on parle de plans de lutte contre le rançongiciel, à voir comment ces plans de lutte sont réellement attendus par le rapport. Mais je vous laisserai regarder ça plus en détail. En tout cas, on est toujours sur une proportion de notre capacité à être prêt à. Et là, en l'occurrence, on voit encore une fois qu'il y a pas mal de sociétés qui sont à la traîne. Et puis pour le cas suivant, pour la planche suivante, c'est un site internet qui vaut le coup. Vlad, si tu veux passer à la… Voilà. Là, je vous ai extrait un des éléments de Hackmageddon, qui reprend des sujets de cybersécurité par différents bouts. Là, moi, j'ai juste, dans cette partie supervision, essayé de vous montrer une des visions qui est celle de l'approche des menaces qu'il y a sur la partie cloud, et notamment lorsque l'on considère le vecteur des services de stockage des services cloud, quels sont ceux qui sont le plus exploités en termes de vulnérabilité. On voit qu'aujourd'hui, alors le 17,2 c'est du haut train, mais on part de 14,9 qui est rouge, qui est Dropbox. Ensuite, on suit 9.2 qui est Microsoft OneDrive, et on continue. Ce que l'on peut dire sur les aspects Dropbox, je vais juste m'arrêter sur ce sujet. On peut dire que soit c'est des vulnérabilités qui ont touché une ou plusieurs entreprises et donc du coup sur le média Dropbox, soit, et c'est aussi le cas, le média Dropbox n'a pas été touché exclusivement. Il a été touché en partie avec GitHub, OneDrive ou OneHub. Donc on voit les connexions qu'il peut y avoir. Là, en l'occurrence, on apporte le sujet de la segmentation. Et la plupart des éléments en fait sont reportés par des recherches, enfin des chercheurs. Là, sur les éléments qui parlent de Dropbox, on a des personnes de Trend Micro, de Sonatype, de Sequoia, de Kaspersky, pour en citer quelques-uns. Et on a des éléments plus spécifiques, comme l'usage d'une backdoor icebreaker sur un des cas, par exemple. Et sur un autre, dans le cadre du domaine hospitalier, découvert que l'usage de Dropbox s'est fait pour libérer des fichiers malveillants qui ont ensuite été récupérés par les utilisateurs des hôpitaux. Ce sujet-là, si c'est intéressant, on peut regarder sur cette page-là. Il y a des différents vecteurs. Par vecteur, en fait, on propose des graphes, et ils sont mis à jour au fur et à mesure. Donc, ce que je propose, c'est au cours de la veille de ressortir comme ça des petites loupes, des petites cibles. On peut passer à la suite. Pour la suite, les conférences. Donc, conférence passée BotConf, donc qui a eu lieu il y a 3 semaines à Strasbourg. Excellent épisode, édition de BotConf, toujours aussi bien, toujours aussi intéressant. Prochaine conférence à venir, alors dans quelques semaines aussi, STIC, et ce sera en particulier la 21e édition, mais des 20 ans. L'année dernière, c'était la 20e édition, mais les 19 ans, et là, ça fera les 20 ans, mais pour la 21e édition. Donc je suppose qu'il y aura une grosse fête en particulier pour le social event. Puis ensuite, le Hack, Pass the Salt et Barbac. 2 grosses fêtes, une le mercredi, une le jeudi. C'est possible. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas y être. J'essaierai de faire un passage éclair pour une rump si je trouve un sujet, mais c'est tout. Ensuite, les derniers slides, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est très intéressant, une chaîne de vulnérabilité qui permet d'avoir une exécution de code sur PlayStation 4 et 5, et donc qui se base sur l'émulateur PlayStation 2, qui permet de sortir de l'émulateur à partir d'une sauvegarde d'un jeu. En fait, vous chargez la sauvegarde et bim, vous pouvez exécuter du code, sortir de la sandbox et vraiment prendre exécuter du code sur la PS4 et la PS5. Et d'ailleurs, l'auteur de cette vulnérabilité était présent à la soirée DEF CON Paris d'il y a 2-3 semaines.
J'espère qu'il viendra. Ce serait pas mal un petit message pour Nicolas, ce serait pas mal qu'il présente ses travaux à la prochaine DevCon. Alors ChatGPT, je sais pas si c'est moi qui l'ai mis, mais bon, en gros, ChatGPT c'est classique, ça fournit du code qui n'est pas sécurisé parce que, encore une fois, ChatGPT ça n'a rien d'une intelligence artificielle, ça n'est que, pour faire simple, un condensé de tout ce qui se trouve sur Internet. Et malheureusement, tout ce qui se trouve sur Internet, c'est Stack Overflow et choses comme ça, qui propose, même GitHub, qui propose du code malheureusement pas forcément sécurisé. Donc le code proposé par ChatGPT quand vous lui posez une question, eh ben forcément, c'est à l'image de ce qu'il y a sur Internet, donc ça n'est pas sécurisé. Et il n'y a Pour pas votre que ça surprise. aussi, et pour avoir été confronté au sujet ce week-end, ChatGPT, on rappelle, il n'a pas tout. C'est-à-dire que, de souvenir, c'est je ne sais plus quel mois en 2022 pour lequel il s'était arrêté, du moins dans la version 3.5. Et s'il y a des corrections qui sont faites ou s'il y a des évolutions de version et donc des problématiques de fonctionnalités qui ont changé ou des librairies qui ont changé, bah, ChatGPT, il ne sait pas tout ça. Oui. Ce qui fait que, en fait, c'est une pseudo-IA, on va dire, de langage, mais, et je peux le dire encore, il y a des fois, il donne des réponses complètement déconnectées, complètement à l'ouest. Donc, quand il y en a qui ont peur de ChatGPT, je me dis juste, ouais, faut voir de quoi on a peur, parce que des fois, il est un peu teubé, quoi. Donc, ouais, Après, c'est pas mal. Enfin, c'est une recherche Google plus Ouais, quoi. Ça te permet de gagner du exactement. temps sur tes recherches. C'est vrai, c'est une très bonne béquille. Faut la prendre comme telle. Jérémy. Oui, donc ensuite, donc il y a Google qui a ajouté une feature en fait pour pouvoir synchroniser en fait ses comptes GFA avec son compte Google, donc ce qui est assez utile parce qu'avant en cas de perte de votre mobile, vous perdez tout simplement vos sites pour votre 2FA, pour Google Authenticator. Mais le problème en fait, c'est que ils n'ont pas implémenté le chiffrement de bout en bout. Donc, ce qui veut dire à l'heure actuelle que si votre compte Google vient être compromis, en fait, un attaquant peut récupérer vos sites pour Google Authenticator et régénérer vos 2FA, pas vos codes OTP. Donc, pour l'instant, il n'est pas forcément recommandé du coup d'activer cette synchronisation et d'attendre que Google implémente ça, donc ce qui est prévu. Ensuite, donc il y a donc ça c'est assez drôle. Donc c'est lié à la dernière version de Edge. Ça a été analysé en fait et on remarque qu'à quand vous surfez en fait avec Edge, il y a des requêtes qui sont faites vers Bing API qui en fait envoient toutes les URL qui n'ont pas été renseignées dans la base de Bing API. Donc, ce qui pose un problème au niveau de la confidentialité. Donc, selon Microsoft, sera un bug lié à une implémentation, une mauvaise implémentation d'une de leurs features. Je vous rassure, vous pouvez désactiver ça. Et donc là, vous avez dans l'URL un extrait des sites qui sont répertoriés par Bing API. Et donc, initialement, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était juste partager votre suivi YouTube avec Bing. Ça s'est un peu retourné contre eux. Voilà. J'arrive, je suis en train de rajouter un slide à l'arrache. Et voilà. Aucun problème. Slide en direct. Je peux pas celui-là. En fait, c'est un peu ça en fait. C'est la blague Microsoft en fait qui collecte les données personnelles de tous les utilisateurs et qui se fait gauler et qui dit ah mais je peux l'expliquer, et Google qui dit mais quoi toi tu espionnes à partir de ton OS parce que moi je le fais que sur le web, et Apple qui dit quoi vos utilisateurs ils savent que vous les espionnez, et puis Linux qui dit quoi vous espionnez vos utilisateurs. Donc ça résume un peu la situation par rapport à Microsoft. Parce que je me demande si le sujet il vient pas de Smart, je sais plus quoi, le truc de navigation sécurisée de Microsoft, où en fait les URL qu'il ne connaît pas, il les envoie à Microsoft pour analyse. C'est Smart, je sais plus quoi, Smart Browsing, non, je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. Smart Screen. Ensuite, c'est Microsoft Defender Smart Screen. Autre sujet lié à la sécurité du web.
Donc Chrome en fait donc Google qui a prévu de retirer le petit cadenas vert donc, que vous connaissez tous du navigateur donc de Chrome donc pour sa version 117. Ce qu'ils veulent faire en fait c'est mettre une icône plus générique donc qui incite l'utilisateur en fait à cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur le site et donc vous aurez toujours la fameuse connexion sécurisée ou connexion non sécurisée. Mais il faudra une interaction pour avoir cette donnée. Ce sera plus directement visible via le cadenas. Donc, vous pouvez dire au revoir au cadenas en septembre 2023. À voir si les autres navigateurs suivent la fonctionnalité. Je me demande quels effets de bord ça va avoir, ça. Simplement, je pense, les utilisateurs, je pense pas que chacun s'amuse à cliquer sur l'icône à chaque parcours de site. Je pense que juste l'icône sera ignorée. Donc, ça facilitera un petit peu les tentatives de phishing. Bon, on verra. Donc, ensuite, Virus Total, donc, qui a implémenté une autre fonctionnalité, donc Code Insight. Ce qui lui permet en fait d'effectuer une analyse de code intelligente. Donc ça s'appuie sur donc le modèle de Google Cloud, donc Security AI Workbench, et le modèle SecPalm. Donc pour l'instant qui est limité, alors je mets une petite faute, au fichier PowerShell, mais qui à terme permettra une analyse approfondie de tout type de code. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que l'avis de l'outil est vraiment à part de celui des antivirus. Donc, Code Insight peut voir tourner des erreurs et un taux de criticité élevé sur ce que vous lui donnez à manger. Et l'antivirus peut échapper à cette revue. Donc, je pense que c'est pas mal qu'ils écartent un peu les deux fonctionnalités. Et ensuite, je pense que c'est toi, Vlad. Non, c'est moi, ça. Non. Le hack de mamie, alors ça, c'est pour toutes pareil, les types d'IA conversationnels. L'idée, c'est d'être assez conventionnel dans le modèle. Et puis, il y a des phrases, enfin, des chaînes de caractères qu'on peut balancer pour pouvoir essayer de le sortir un petit peu de ses gonds. Donc, notamment, on va reparler un petit peu de chat, mais il n'y a pas que chat. On peut faire en sorte que ChatGPT ne nous insulte pas. En fait, bref, vous allez pouvoir être gentil avec lui, mais que vous êtes insultant, il vous insultera jamais. Par contre, si vous trouvez le bon phrasé pour le sortir de son mécanisme, vous pouvez le bypass. Donc, il n'a pas le droit de donner de recettes de napalm ou d'expliquer comment faire de la fraude fiscale. Mais on peut travailler ça. Il y a des chercheurs qui ont fait des essais, alors c'est plutôt des journalistes là dans le cas présent, qui ont dit moi, ma grand-mère, elle avait un problème et elle m'a raconté sa vie, blablabla, et j'aimerais que tu me racontes l'histoire d'un tel film et dans lequel en fait on sait que la recette du napalm est donnée a priori et de but en blanc, de bout en bout, ils ont réussi à récupérer la recette du napalm alors que ChatGPT n'est pas censé donner ce genre de truc. Donc, vous pourrez continuer à essayer d'avoir des informations sur des bombes. Et là, en l'occurrence, le hack via la fraude fiscale, ça a été de demander d'écrire un poème sous l'égide d'un poème, les combines pour la fraude fiscale. Alors, ça vaut ce que ça vaut, bien entendu. Ça fait un petit peu de buzz côté journalistes qui écrivent ce genre d'article. Ceci étant, je pense que c'est intéressant de pousser pour voir les limites de cette dite intelligence artificielle. Ouais, parce qu'après le napalm, tu mets du polystyrène, tu le trempes dans de l'essence, et ça y est, tu as du napalm. Hein. C'est pas la recette la plus compliquée du monde. Hein. Je pense qu'elle est un peu plus évoluée celle-ci, mais. Celle-là, elle est rigolote. C'est une personne qui s'est fait virer parce qu'en fait, donc c'est un administrateur qui vient créer une entreprise qui mettait des commentaires sur toutes les personnes de l'entreprise dans les champs description des objets AD. Et donc qui s'est fait virer. Alors je crois qu'il y avait des propos, je sais plus, il faudrait que je relise en détail, mais pour moi c'était assez insultant
sur les personnes. Donc, Alors, il c'était faut une dire très que c'était mauvaise. factuel de manière un peu crue. Ouais, c'était quand même un peu chaud, mais bon. Et le truc, c'est que moi, ça m'est arrivé sur un pentest, mais alors il y a assez longtemps, enfin quelques années, et en fait, je crois que j'en avais déjà parlé en plus récemment, les administrateurs Active Directory mettaient les mots de passe de tous les comptes de service dans le champ description des comptes de service, ce qui permettait en fait en quelques secondes d'avoir accès à tous les mots de passe. Et donc, oui, il y a des gens qui mettent un peu n'importe quoi dans les champs description des objets AD. Ne mettez pas des données confidentielles ou sensibles dans ces champs-là. Hein. Évitez. Et si vous voulez mettre des mots de passe, il y a des champs maintenant qui sont protégés, qui sont dédiés à ça. Ensuite, là c'est la fin. Prochaine réunion, donc le mardi 13 juin, et pas d'afterwork de programmer d'ici là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. N'hésitez pas, nous sommes tous à votre disposition. Donc, rendez-vous le 13 juin, puis le 11 juillet. À Paris, on essaye de présentiel avec déjeuner offert. Donc, on essaiera de persévérer, même si ça n'a pas eu un immense succès aujourd'hui. Il pleuvait. Alors, il pleuvait, voilà. Il pleuvait, et donc, finalement, les gens se plaignent. Cet été, ça marchera mieux. Mais oui, cet été, vous allez être nombreux à profiter de l'invitation. Si plus personne n'a de questions du tout, eh bien, j'ai l'honneur et l'avantage de mettre fin à cette réunion.